Bonjour, vous écoutez Radio Cessort, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 25 mars 2026, épisode 608, et je dédie cet épisode aux invités de la table ronde de Risk Intel et en particulier à Johan qui m'écoute ce matin, voire tous les matins sur son tapis de course qui utilise Radio Cessort pour challenger ses équipes. Au programme de ce Flash Info Cyber, un initial access broker russe condamné à près de 7 ans de prison aux États-Unis après avoir alimenté plusieurs groupes de ransomware dont YuloWang. L'écosystème Mirai franchit un nouveau seuil avec 21 000 serveurs C2 actifs et une attaque record à 31,4 TB attribuée à la famille Aizuru Kimwolf. La FCC intègre l'ensemble des routeurs grand public d'origine étrangère à sa covered list en citant explicitement les campagnes Volt, Flax et Salt Typhoon. TP-Link publie des correctifs critiques pour sa gamme Archer NX dont une faille d'authentification permet l'upload de firmware sans aucune accréditation. Kali Linux 2026.1 est disponible avec 8 nouveaux outils offensifs et un kernel 6.18. Et enfin, la NSA, le Centre canadien pour la cybersécurité, l'ACSC et le NCSC néo-zélandais publient un guide conjoint sur la cybersécurité des constellations LOAD-SATCOM, les satellites. Selon le département de la justice américaine, le ressortissant russe Alexei Volkov, 26 ans, a été condamné à 81 mois de prison pour son rôle d'Initial Access Broker. Extradé d'Italie, Volkov compromettait des réseaux d'entreprises puis revendait ses accès sur des forums criminels, notamment au groupe YuloWang. Son modèle opératoire combinait tarification à plat et commission sur rançon, documenté à hauteur de 20% sur $500 000 et 16% sur $1 million. Au moins 7 organisations américaines ont été affectées, les pertes réelles sont estimées à 9 millions de dollars et les pertes visées à 24 millions. Bon bref, Volkov n'a jamais déployé des malwares lui-même, sa fonction était strictement limitée à l'Initial Access Broker. Et après on dit que le crime ne paie pas. Selon Spamhaus, les botnets dérivés de Mirai ont franchi un nouveau seuil d'opérationnel au second trimestre 2025. Plus de 21 000 serveurs C2 identifiés avec une croissance de l'activité de 26% en début d'année et 24% supplémentaires sur la seconde moitié. La famille Aizuru Kimwolf concentre les cas les plus critiques. Cloudflare lui attribue une attaque DDoS à 31,4 TB assortie de flottes mesurées en dizaines de milliards de paquets par seconde, avec une randomisation des caractéristiques pour contourner le filtrage. Kimwolf, variante Android d'Aizuru, exploite en parallèle des fournisseurs de proxy résidentiels comme IPDA pour infecter des Smart TV et des téléphones mobiles, puis revendre ses accès sur des canaux souterrains à des fins de credential stuffing et de fraude. C'est intéressant, on parle bien de l'année 2025 et pas de l'année 2026, mais c'est une consolidation des attaques. J'ai retenu cet article de la FCC qui a mis à jour sa covered list pour y intégrer l'ensemble des routeurs grand public fabriqués à l'étranger, les soumettant de fait à une interdiction d'importation, de commercialisation et de vente sur le territoire américain. La mesure, fondée sur une évaluation interagence pilotée par la Maison-Blanche, s'appuie sur la constatation de ces équipements présentant des risques inacceptables pour la sécurité nationale. Les équipements déjà déployés ou approuvés antérieurement ne sont pas concernés. Des dérogations conditionnelles restent possibles via le département du Homeland Security. Et la FCC cite explicitement les campagnes de Volt Typhoon, Flax Typhoon et Salt Typhoon comme des cas documentés d'exploitation de routeurs étrangers à des fins d'espionnage et d'intrusion dans les infrastructures critiques américaines. Ça va être intéressant de trouver des routeurs qui ne sont pas fabriqués en Chine, aussi bien pour le grand public que pour les entreprises. Ça va être à suivre. Selon Blueping Computer, TP-Link a publié des mises à jour de firmware pour sa gamme Archer NX, corrigeant plusieurs vulnérabilités critiques. La principale, la CVE 2025 15517, à l'inscore CVSS de 8.6, est un défaut d'authentification au niveau de l'HTTP serveur sur certains endpoints CGI. Un attaquant non authentifié peut exécuter des actions privilégiées, dont l'upload de firmware et la modification de configuration. Les modèles concernés sont les Archer NX200, NX210, NX500 et NX600. Il faut savoir que la CVE 2025 15605, documentée
En parallèle, la présence d'une clé de chiffrement codée en dur qui permettrait à un attaquant authentifié de déchiffrer, modifier et rechiffrer des fichiers de configuration. On a 2 vulnérabilités d'injection de commande, la CVE 2025 15518 et la CVE 2025 15519, qui complètent ce lot de correctifs. TP-Link cite dans ce contexte l'exploitation historique de ces équipements par le botnet Quad7. Une bonne nouvelle, Kali Linux 2026.1 est disponible. C'est la première version de l'année pour la distribution dédiée aux tests d'intrusion. Et le kernel a été mis à jour en version 6.18, accompagné de 25 nouveaux paquets et 183 mises à jour. 8 outils rejoignent les dépôts, Adaptix C2, framework de post-exploitation et d'émulation adversarial, Atomic Operator pour l'exécution de tests Atomic Red Team, Metaexploit MCP, un serveur MCP dédié à Metaexploit, SSTIMAP, détection automatisée de server-side template injection, WPBrob, outil d'énumération de plugins WordPress, XSS Strike, scanner XSS avancé, ainsi que Fluxion et GIF. Alors GIF c'est GEF, Kali NetHunter qui reçoit également des correctifs, avec notamment un premier patch d'injection sans fil pour les chipsets, Qualcomm QCALD 3.0. À noter, ça c'est un point important, l'écosystème GNU Radio est actuellement défaillant dans cette version. Donc si vous faites du pentest avec Kali Linux sur des systèmes GNU Radio, il ne faut pas l'utiliser. Pas encore, oui, le patch va sortir. La NSA, l'Australian Cyber Security Centre, le Centre canadien pour la cybersécurité et le NCSC de Nouvelle-Zélande ont publié conjointement un guide de cybersécurité dédié aux satellites de télécommunications et en orbite basse. C'est assez intéressant, ça concerne les satellites dits LEO-SATCOM et le document structure l'analyse des risques selon 4 segments. Le spatial, le terrestre, les centres de contrôle, les stations au sol, ainsi que les passerelles et les terminaux utilisateurs. Les agences signataires identifient comme vecteurs de menaces principaux le brouillage, le spoofing et l'interception de lésions radiofréquences, ainsi que l'élargissement de la surface d'attaque. C'est à lire, c'est passionnant. C'est vrai que ce n'est pas le sujet de toutes les entreprises, mais vu qu'il y a de plus en plus de satellites orbite basse, le plus célèbre en France c'est Starlink pour le moment, mais on voit d'autres constellations arriver. Et concernant les analyses de risque, c'est extrêmement intéressant toute la documentation qui a été mise à disposition par les différentes agences américaines et anglo-saxonnes. Personnellement, j'ai appris pas mal de petites choses. Je vous le recommande fortement. Et voilà, ce 608e épisode se termine ici pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous apportera toutes les informations nécessaires et utiles. Il est tard, il est plus de minuit. Bien entendu, toutes les sources et références sont disponibles dans la description associée à cet épisode ou sur le site web de radiocesseur.org. N'hésitez pas à me faire vos retours. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Je vous souhaite une très belle nuit pour ceux qui m'écouteront cette nuit et pour tous les autres une très belle journée. À tout à l'heure. Au revoir.